Aujourd'hui, la pâtisserie française explose littéralement. Une reconnaissance enfin méritée pour nos pâtissiers qui sont longtemps restés dans l'ombre des cuisiniers. Nous n'avions pas notre place dans le monde des cuisiniers. Et pourtant, s'il y a bien un domaine dans lequel les Français font seuls la course en tête, c'est bien non pas celui de la cuisine, mais celui de la pâtisserie, où ils sont 6 fois champions du monde. J'ai jamais mangé une pâtisserie aussi bonne qu'en France. Le dessert est universel et la pâtisserie est française. Voilà, on va les enfourner. Portée par un savoir-faire ancestral, notre pâtisserie fait partie intégrante de notre culture depuis des siècles. Parce qu'elle peut aussi s'appuyer sur une formidable pépinière de nouveaux talents, la pâtisserie française est aujourd'hui unique au monde. La pâtisserie française est la meilleure, je le pense. Grâce à des Michalak, grâce à des Conticini, à des Hermé, d'un seul coup, le pâtissier, ça va peut-être même devenir un métier à la mode. Longtemps restés dans l'ombre des cuisiniers, les pâtissiers sont aujourd'hui enfin reconnus, grâce notamment à une génération de jeunes talents qui bouleverse ce monde si feutré de la pâtisserie française. C'est au cœur du Triangle d'Or, dans un célèbre palace de l'avenue Montaigne à Paris, qu'officie depuis une dizaine d'années Christophe Michalak, le chef de file de cette nouvelle vague de jeunes pâtissiers surdoués. Je me dis que si je veux être en avance sur mon temps, il faut que j'aille plus vite que les autres. Et je pense qu'il y a plusieurs chefs pâtissiers très talentueux sur Paris et en province qui ont ce discours. Et c'est ce qui nous a fait percuter, évoluer, progresser. Et je suis très fier de ça, quoi. Je trouve qu'en 10 ans, la pâtisserie française, c'est juste extraordinaire. Et dans les 10, 15, 20 prochaines années, je pense que la pâtisserie sera peut-être aussi importante que la cuisine. Ma philosophie de travail, c'est de ne jamais reproduire ce que j'ai fait la veille, d'aller toujours de l'avant, de vivre avec mon temps et d'analyser ma pâtisserie sur 3 lettres phares, en fait, l'élégance, l'équilibre et l'émotion. Formé par Pierre Hermé, celui qui à 37 ans est devenu la nouvelle coqueluche de la pâtisserie parisienne vit son métier à 100 à l'heure, avec passion et détermination. Ouais, c'est ça, exact. Vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie en 2005, Christophe Michalak est secondé par un autre champion du monde, Jérôme de Oliveira, sacré à son tour en 2009, à 23 ans à peine. J'ai jamais croisé quelqu'un qui avait un discours sur la pâtisserie comme lui, en employant des termes vraiment forts et qui se remet toujours en question, qui a mis l'idée à la seconde. Et je me disais, il faut que je rentre dans sa brigade. Et j'y suis arrivé et aujourd'hui, je ne regrette pas une seconde d'être monté à Paris. Depuis leur rencontre il y a 5 ans, Jérôme de Oliveira voue une admiration sans borne à son mentor. Moi, j'étais en pâtisserie boutique à la base, à Lyon. Et j'ai voulu monter à Paris pour découvrir le milieu de l'hôtellerie-restauration, le luxe, l'exigence. Et les créations de Christophe Michalak me plaisaient beaucoup. Maintenant, je suis son sous-chef, donc je dois faire le rapport entre la brigade et lui. C'est une complicité, c'est une confiance mutuelle qui s'est passée au concours et qui est aujourd'hui encore valable. C'est quelqu'un qui fait confiance aux gens, qui leur donne leur chance et qui est très généreux, que ce soit pour sa brigade et pour les clients. Et ça se ressent dans ses gâteaux. Et c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui se remet en question. Et ça, c'est très bien. Après, pour ses défauts, à l'inverse, c'est que du coup, il est très impatient. Et dès qu'il a une idée, dans la seconde, il faudrait presque être dans sa tête et le faire. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc, il faut rebondir et puis ça le fait. Il n'y a jamais eu de soucis. On est là pour ça. Et ça, c'est une bonne idée. Ouais, rajouter ça. Ouais. Vas-y, mets-moi un petit point. Ça rend plus réaliste. Moi, personnellement, je délivre tout mon savoir-faire, toute ma technicité. Et c'est ce qui me permet d'aller plus vite, plus loin. La pâtisserie que je fais colle bien à ce lieu parce que c'est une pâtisserie avant tout élégante. Et en même temps, il y a un côté tradition, modernité qui m'amène justement à me dépasser, à trouver des choses un peu plus rock'n'roll, comme on dit souvent. En fait, on a développé des gâteaux, ce qu'on appelle des gâteaux au maître, parce que je me suis aperçu que
on va dire une tarte citron de Luperson est bien meilleure qu'une tarte individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'équilibre entre la pâte sucrée, la crème citron, la meringue. Et sur ce constat, en fait, j'ai développé un baba au rhum, un millefeuille, un Paris-Brest, une tarte chocolat, que j'ai décliné ensuite par saison. On ne fait pas une pâtisserie au mètre pour faire joli, on fait une pâtisserie au mètre efficace. Et lorsqu'on va manger toutes ces parts, il y aura un équilibre naturel qui va se ressortir, qui sera bien meilleur qu'une petite tartelette individuelle. Bon, on attaque maintenant. Ouais. C'est une envie, non? On ne peut pas concevoir, et c'est ça qui est vachement important dans le pâtissier de demain, c'est de faire des gâteaux, mais en même temps de les goûter assez souvent pour savoir si l'émotion est là. Et si on se fixe que sur des recettes sans goûter ces gâteaux, bien évidemment, ça ne marche pas. On fait des tas et des tas d'essais avant d'arriver au gâteau au final. Et puis le chef en mange plus que nous parce que c'est un boulimique. Mais nous, on apprécie de déguster chaque pâtisserie et cela quotidiennement, quoi, vraiment. L'influence de la créativité, elle est partout. Elle est en discutant avec les gens, en se baladant sur l'avenue Montaigne, en regardant la télé, le cinéma, une galerie d'art, en griffonnant. Moi, je laisse place à mon imagination tout le temps. Que ce soit dans mes rêves, que ce soit dans mes moments de libre, que ce soit au travail. J'ai toujours un calepin, un crayon et je note. Je note, je dessine. Et je suis sans arrêt à la recherche de la pâtisserie du futur, on va dire. Cette pâtisserie du futur, Christophe Michalak l'expérimente une fois par mois au sein du Club des Sucrés, une association de jeunes pâtissiers. Ce jour-là, une dizaine d'entre eux ont rendez-vous près de la place Vendôme à Paris pour confronter leur dernière création. On a voulu faire évoluer notre métier. On a voulu créer en fait une sorte de goûter du pâtissier qui existait il y a très longtemps et qui était un peu prout-prout, qui était autour du champagne, qui était un peu trop pour se faire mousser. Et on a voulu vraiment apporter une touche bien particulière, bien moderne et surtout faire évoluer notre métier à travers... Alors au début on travaillait sur un fruit ou une matière première comme le chocolat, la fraise. Après on a travaillé sur une couleur, après on a travaillé sur un thème bien précis. Et à chaque fois le deal c'est de ne pas sortir quelque chose du congélateur, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été vu et qui nous fasse progresser. Donc on ouvre notre club à tout le monde, il faut juste pas décevoir. Donc voilà, mais c'est plutôt sympa, c'est bon enfant, on n'est que des potes et on essaye vraiment de faire les choses au mieux. Et cet après-midi-là, chacun avait phosphoré autour d'un seul et même thème, les plantes vertes. L'idée c'est de récupérer en fait le haut de cette boule et verser le jus de framboise cuisson à travers la panna cotta. On a tout un montage en chocolat avec au-dessus un petit macaron citron et menthe fraîche. Et tous les pétales sont en fait un mélange de chocolat et de menthe glaciale. Les pâquerettes géantes. Pâquerettes Et la géantes. pâquerette Est une est une plante verte. À chaque fois que je viens, je me dis, là je vais mettre une tôle parce que franchement j'ai un truc dans mon carton là, qui va être de folie. J'arrive, je fais le cake et là je m'aperçois qu'en fait il n'y a que des trucs top et que finalement ce que j'ai cru qui était le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur. Et moi j'aime être confronté à ce genre de choses. Nous avons préparé une jardinière, donc aloe vera, menthe et fraises des bois. Et pour accompagner cela, on a fait des petits esquimaux aloe vera et menthe. On s'entend, on se retrouve, on partage tout. Il y a vraiment une idée de vouloir faire avancer la pâtisserie, quoi. Après les jardinières, il y a la mini-serre, donc un sablé breton au basilic, un crémeux à la fraise, et puis un petit jardin à l'intérieur qui ne demande qu'à s'ouvrir. Ah bravo, J'ai cru que... c'est quoi? Je crois que c'était en plastique. Ah mais pareil. Ah non. Ah tu vois, alors là... C'est une histoire de bulle. Ouais. C'est du travail de bof. Il y en a un. C'est bluffant. Ah non, j'avoue, là, c'est la suite des bulles de il y a 15 ans. Moi aussi, ouais. Tout le monde trop bluffé. On se donne tout. Il n'y a plus de secret. Je pense que c'est grâce à ça que notre métier au jour d'aujourd'hui est à ce niveau, qui s'est ouvert aux autres et qu'on est moins enfermé dans notre grotte. Sur une invitation, j'ai été bluffé de ce que j'ai découvert. Tout d'abord la simplicité, l'humilité,
et cette transmission de savoir, justement, cet échange qui nous fait tous grandir. Donc je trouvais ça génial. Je l'ai parfumé à la citronnelle, le chocolat aussi. Pourquoi tu as parfumé le citronnelle? À la citronnelle? Ouais, carrément, le chocolat. Pour vraiment aller plus loin, tu vas rester dans la télé. Et comment t'as parfumé là? Là, je travaille avec des... Non, dans la masse. Je crois que la cuisine a eu vraiment une grosse évolution à peu près jusqu'en 2000. Et puis, on était un petit peu derrière les pâtissiers. Et là, tout d'un coup, toute cette génération, on sent bien on nous met en avant aussi. On nous met en avant au niveau des médias. Ça nous fait plaisir. On n'est plus le pâtissier derrière le cuisinier. On est vraiment une identité à part entière. Et déjà, ça nous flatte, et puis en même temps, ça nous donne envie de faire plus, quoi. Au sucré, la pâtisserie française. Devenue tendance et populaire, cette pâtisserie française explose littéralement depuis quelques années. À la une des magazines, comme dans les livres, dans les soirées événementielles ou dans les cours de pâtisserie, on la trouve désormais partout. Comme dans cette librairie spécialisée. La librairie gourmande, c'est à peu près 20 000 ouvrages de livres de cuisine, toutes spécialités confondues. La pâtisserie, ça doit représenter à peu près 10% de la globalité. Et on a vu une explosion ces dernières années, puisqu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas du tout de livres en pâtisserie. Et puis progressivement, on a vu des titres apparaître. Et actuellement, c'est vrai que c'est un secteur très porteur, puisque ça doit représenter à peu près 30% des sorties annuelles. Mais la pâtisserie devient de plus en plus tendance. Nous, on le voit aussi par la clientèle qui évolue. On a de plus en plus de jeunes femmes qui vont s'intéresser à la pâtisserie, mais aussi aux pâtissiers. Car effectivement, les pâtissiers sont maintenant un peu des bêtes de scène médiatiques. Quand on voit un Christophe Adam, un Christophe Michalak, c'est vrai que tout de suite, y a un engouement. On va se retrouver vraiment avec un phénomène presque de gravure de mode, de sportif. Donc la pâtisserie, c'est complètement tendance, et on voit sur un rajeunissement des personnes qui s'intéressent à la pâtisserie. Ancien chef pâtissier du Crayon pendant 15 ans et auteur à succès d'une vingtaine d'ouvrages sur la pâtisserie, Christophe Felder affiche complet dans ses cours. Bienvenue au jardin d'acclimatation. C'est un joli endroit, hein, vous avez vu ce petit soleil. Aujourd'hui, on va se faire une petite tarte citron. Il y a la meringue suisse. Devant les filles, voilà, on monte. Voilà. C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup les grands-mères qui faisaient la pâtisserie. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, c'est les jeunes et les très jeunes, garçons et filles. Un gâteau pour 15 personnes. On va jamais faire un gâteau pour 2-3 personnes. Donc c'est vraiment un peu, on se réunit autour des gâteaux. Et je pense que c'est que le début. On sent vraiment une envie de faire des gâteaux à la maison. Alors, je suis toujours étonné de ça quand on fait une crème relativement simple. Ils se disent, mais on a vraiment un vrai goût de citron ou un vrai goût de framboise. Et ça marque la mémoire et c'est génial, quoi. C'est chaud, mais c'est très bien. Tu le fais? C'est très. C'était assez technique, mais assez facile aussi. Je l'ai testé ce week-end. Puis surtout, ça m'a réconcilié avec la tarte au citron que je déteste. Et là, je trouve ça vachement bon. C'est quand même vraiment meilleur une tarte au citron faite par soi-même qu'une tarte au citron qu'on achète, même dans une très bonne boulangerie. La pâtisserie est aujourd'hui tellement en vogue qu'une grande maison de chocolat a même eu l'idée d'organiser la première nuit du gâteau. Succès garanti. Depuis 7h moins 10, je suis là. Et je me disais jusqu'à 8h30, mais bon, j'aimerais bien goûter les gâteaux. Donc je vais peut-être encore pousser un peu plus loin, peut-être jusqu'à 9h30. Mais bon, j'ai le train à 22h, donc je ne suis pas arrivée. Si des centaines de passionnés n'ont pas hésité à faire 2h30 de queue pour déguster un simple sablé au chocolat, c'est qu'il y a de bonnes raisons à cela. Je pense que si la réussite est là ce soir, c'est que les clients sont vraiment attentifs à ce qui se passe en ce moment au niveau de la pâtisserie. On souhaite revisiter cette pâtisserie pour lui donner une nouvelle lettre de noblesse. Et puis en même temps, apporter cette touche de design, mais aussi surtout de goût, en apportant quelque chose de nouveau. Une folie gourmande qui a duré ce soir-là jusque très tard dans la nuit. Si aujourd'hui la pâtisserie connaît un tel engouement, c'est entre autres parce qu'elle puise ses racines au cœur de nos régions. Une tradition transmise par nos mères et nos grands-mères, comme ici en Alsace, à Wettelsheim, près de Colmar, avec le Kouglof. Pour Angèle Stenz, ce gâteau est sacré et il a une véritable histoire. Voilà. Alors, s'il vous plaît, je vais là-dedans pour que ça tienne bien. Voilà. Comme ça, c'est maintenu. Voilà. Il faut le battre parce qu'il était méchant. Alors, je tourne le...
C'est pour ça que j'ai dit je continue parce qu'il faut un certain temps. Et au moment que ça se décolle, que la main est propre, après c'est bon. Donc il faut encore compter au moins 10 minutes maintenant. Mon papa m'a raconté que chez eux, ils s'attendaient le samedi saint, après minuit, donc la première heure du jour de Pâques, ils ont mangé le kouklouf parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit, parce qu'il y avait des œufs. Ma maman faisait ça souvent, parce que comme elle avait le four à pain, à toute occasion, Pâques, Noël, Pentecôte, si vous voulez, ou quand il y avait une fête de famille, mariage, baptême, communion, c'est là qu'il y avait le kouklouf. Et c'était le seul dessert à l'époque. Je dirais, le kouklouf, je le fais toutes les 3 semaines, sûr. Ou des fois plus quand il y a l'occasion, quand il y a la demande, quoi. Comment trouvent vos enfants, vos petits-enfants, comment trouvent-ils votre kouglof? Ben, ils disent toujours, ma maman, le tien, c'est le meilleur. Parce que c'est toujours la même recette. Et ailleurs, ils sont différents. Ils sont comme une éponge ou ils sont trop secs. Si les gens mettent trop d'œufs, le gâteau devient sec ou quoi, bien faire, mais c'est pas vrai. C'est ça. C'est juste les quantités qu'on prend. C'est bon. Voilà, on va les enfourner. Dans la famille, je suis sûre qu'ils vont continuer. Et puis la recette, enfin, je le donne à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de secret. T'as vu comme c'est bien? Voilà, bon appétit. Merci. À Plomodierne, à l'extrême pointe de la Bretagne, Thérèse Poudoulec, elle, prépare son kouign-amann dans les règles de l'art. En mêlant à l'intérieur d'une pâte à pain fermentée pas mal de beurre salé et presque autant de sucre. Un merveilleux gâteau banni à jamais des régimes. La première couche de beurre, elle est en dessous, là, et puis on repasse, on a plié en 4, là, et puis on a refait le même mouvement, étalé, et puis là, je remets une autre couche. Ça fait plus de 30 ans que j'ai appris à faire le kouign-amann. J'avais été chez ma belle-sœur manger un repas de famille, et puis elle avait acheté un kouign-amann. C'était la première fois que je mangeais un kouign-amann, et puis j'avais trouvé tellement bon, je dis mais c'est pas possible, je dis il faut que j'essaye de faire un kouign-amann. Et à la fin j'ai trouvé une dame qui savait le faire, elle lui avait donné la recette par quelqu'un de Douarnenez, et elle m'a appris à faire, mais j'ai raté plusieurs fois. Hein. Mais j'ai tellement insisté que j'ai arrivé à le faire. Quoi. Moi, le kouign-amann, je le connais depuis que je suis très jeune, du fait que je suis née à côté de Douarnenez, donc pays du kouign-amann. Alors je l'aime parce que c'est du bon beurre, on sent le sucre, le beurre en même temps, ce mélange qui se caramélise me plaît beaucoup au goût. À présent, direction les Hautes-Pyrénées, à Azep, un petit village bigourdan perché à 1100 mètres d'altitude, au cœur de la vallée d'Or. Il faut 65 œufs, 2 kg de sucre, 2 kg de beurre, 1 kg 750 de farine, du sucre vanillé et 1 litre de rhum. Oui, si vous donnez à mon voisine. Je veux bien. Maintenant, on va habiller le moule avec du papier sulfurisé. Une fois que le moule, tu vas mettre le papier. Oui. Pendant ce temps, je vais allumer le feu. Voilà. Odile Berrier et Ambroisine, sa voisine, réalisent ce jour-là un gâteau spectaculaire, le gâteau à la broche. Au départ, une simple pâte à 4 quarts, mais tout le secret et le savoir-faire résident dans la cuisson de ce gâteau que l'on prépare toujours pour les grandes occasions, en famille et aidé de ses voisins. Accélère un petit peu plus. La réussite d'un bon gâteau à la broche, en fait, c'est de faire couler donc cette pâte d'un petit peu haut et surtout un petit filet, quoi, pour que ça s'imprègne bien et qu'en tournant, les pics puissent bien se faire, quoi. Alors je pense que le gâteau, il faut le tourner très vite au moment où la personne met la pâte, quoi. Et ma marraine, donc ma tante, me disait toujours qu'il fallait tourner très vite à ce moment-là pour que la pâte fige
et fasse des pointes. Nous, ce qu'on aime à le faire à la main, manuellement, comme ça, c'est d'abord, ça nous permet de nous retrouver. Voilà, c'est plus convivial, plus familial, puis on passe un bon moment, et puis... on trouve que c'est des beaux gâteaux qui font plaisir quand on les offre, et puis il y a le goût aussi qui n'est pas à négliger, quoi. Puis bon, on veut quand même garder cette tradition, donc voilà, c'est pour ça qu'on se force aussi à le faire, quoi. Après, on le prend comme un bébé pour le poser sur son socle. Et voilà le résultat. On est contente parce que quand on s'est bien chauffé là pendant 4 heures, c'est vrai qu'on est content du résultat, quoi, en fait. Oui, d'avoir quand même. Ah oui. Étant gamine, bon, j'avais 2 tantes et ma mère qui faisaient des gâteaux à la poche. Et puis, bon, on y prêtait quand même attention. Et puis, finalement, on s'est mise à les aider. De temps en temps, on allait les aider. Et puis, en prenant de l'âge, bon, elles ont abandonné. Et puis, on a repris avec 2 cousines. Voilà. Et puis jusque-là, maintenant, c'est Marie-Françoise, Ambroisine, Marie-Thérèse qui ont pris la relève. La France est riche de ces desserts régionaux qui ont fait l'histoire de notre pâtisserie. Une histoire qui remonte au Moyen-Âge où l'on instaure pour la première fois la notion de dessert qui signifiait tout simplement le moment où l'on desservait la table. Au XIVe siècle, Taïwan met au point la pâte brisée et sert la première tarte aux pommes, tandis qu'à la Renaissance apparaissent les premières brioches et la crème fouettée. Avec Catherine de Médicis arrivent d'Italie les monumentales pâtes feuilletées et pâtes à choux. D'origine autrichienne, Marie-Antoinette, elle, réintroduira le croissant dans notre pays, tandis qu'au début du XIXe siècle, Antonin Carême, premier véritable théoricien de la pâtisserie, découvre la technique du soufflé avant de créer les premières pièces montées. Quelques années plus tard apparaissent l'éclair, le millefeuille ou le Paris-Brest. Mais il faudra attendre le début des années 1970 pour qu'un certain Gaston Lenôtre décide de dépoussiérer et d'alléger les bases de notre pâtisserie. Gaston Lenôtre a aussi une force prépondérante, c'est qu'en 1970, il crée son école de pâtisserie. Il est vrai que la formation dans le domaine de la pâtisserie est le meilleur moteur de transmission, donc de valorisation. Avant les années 70, la cuisine comme la pâtisserie s'intéressait à la tradition, au patrimoine culinaire et continuait de le transmettre et faisait une offre aux clients. Alors qu'à partir de 1910, on commence à s'intéresser aux attentes du consommateur. Fils spirituel de Gaston Lenôtre, Pierre Hermé va marquer la pâtisserie en étant le premier à faire appel à des spécialistes du design, du marketing et de la communication. J'ai appris à découvrir la pâtisserie aussi parisienne, la grande pâtisserie, par des gens comme Pierre Hermé. Et c'est des gens comme ça aussi qui nous font rêver aussi. C'est certainement le pâtissier qui a révolutionné une partie de la pâtisserie, mais pas que la pâtisserie, qui a commencé à communiquer, qui a commencé à faire parler de lui, et puis qui est de ce côté-là qui nous a donné un peu l'exemple à suivre. De Paris à Tokyo, Pierre Hermé est à la tête d'une vingtaine de boutiques à travers le monde. Que de chemin parcouru depuis ses 14 ans. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais fait de la pâtisserie avec mon père. Donc je pensais déjà connaître un peu la pâtisserie. Et quand j'ai commencé chez le nôtre, au bout de 2 jours, j'ai compris que finalement, il fallait que je recommence à zéro. Et pour moi, Gaston Lenôtre a toujours été un modèle. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de devenir ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, ce que j'ai en tête, c'est le concept, la forme du Paris-Brest. Et ensuite, réinterpréter avec nos différents fétiches. J'ai tendance à goûter tout ce qui me passe par la main et qui se mange, que ce soit réputé bon ou pas bon. Je ne me contente pas des a priori. C'est juste, c'est d'une très très grande subtilité. Ça veut dire, on a le goût de l'huile d'olive, puis derrière, juste, il y a le zeste. Et ça, pour le macaron huile d'olive mandarine, c'est parfait. Et je fonctionne uniquement par rapport à mes envies.
Je me donne pas de cahier des charges, je me donne pas de règles. Je fais les produits en fonction de mes idées. En fait, ce que je veux là-dedans, c'est pas rechercher l'originalité. Je préfère qu'on mette un gâteau qu'on connaît déjà et qu'on a déjà fait, qui soit un très bon gâteau au chocolat. Et l'originalité, elle est déjà dans la forme. Donc, il y a juste, on va recevoir un premier proto de la hache début de semaine prochaine. Celle-ci, elle sera en série limitée. On va faire, je pense, moi, 150 exemplaires, pas plus. En 92, j'ai eu l'idée de créer un gâteau qui soit dessiné par un designer, mais qui soit un gâteau. Pénors a eu cette idée de faire une tranche de gâteau très haute, et dans l'échange, en posant un petit bout de plastique rouge sur le gâteau, on a trouvé l'idée de cette cerise, et en même temps de concevoir l'emballage qui va avec le gâteau, qui théâtralise le gâteau. Donc c'était une démarche vraiment complète, et je me rappelle très bien de la réaction des propriétaires de Fauchon à l'époque. Quand j'ai fait voir le gâteau, ils ont regardé ça avec une certaine méfiance. Il se trouve que le jour où j'ai mis ce gâteau en vente, c'est devenu le gâteau qu'on a vendu le plus pendant des années. Nous avons créé la société. Pierre Hermé était déjà reconnu comme le meilleur pâtissier du monde. Les journalistes, les grands critiques gastronomiques, que ce soit aux États-Unis, en France, au Japon, etc., l'avaient déjà placé là. D'une certaine manière, on a démocratisé cet aspect des choses. Et si aujourd'hui on parle de pâtisserie haute couture, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire le vocable simplement de pâtisserie haute couture était quelque chose qui était pas compréhensible. Il n'y avait pas d'exemple. Les gens comprenaient très bien ce que c'était qu'un restaurant gastronomique, un 3 étoiles, mais maintenant une pâtisserie haute couture, ils n'avaient pas de référent. J'ai vraiment voulu faire une boutique pâtisserie qui me ressemble. Et puis on a eu un peu la prétention de penser que Pierre Hermé, ça voulait dire pâtisserie, donc c'était pas la peine de marquer pâtisserie. Et puis d'un inconvénient qui était d'avoir une petite vitrine, j'ai voulu créer ces petits écrins pour mettre en valeur des produits ou même tout simplement les emballages des produits. D'un inconvénient, j'en ai fait un point fort. J'ai toujours formé à la fois des apprentis et puis des pâtissiers qui sont passés avec moi. Alors, on connaît beaucoup ceux que j'ai formés et qui sont ailleurs aujourd'hui. Christophe Michalak, Christophe Felder, Frédéric Beau, Sébastien Godard, Laurent Janin, et j'en passe d'autres. J'essaye de transmettre pas seulement des techniques, pas seulement... j'essaye de leur transmettre plus que ça et de donner un peu quelque chose de moi en termes de connaissance du goût, en termes tout simplement de relations humaines aussi. Philippe Conticini, pour moi, c'est Orson Welles. C'est un créateur et qui a su un petit peu mélanger le travail cuisiné, la pâtisserie cuisinée, avec les pâtisseries de pâtissiers. Autre monstre sacré de la pâtisserie contemporaine, Philippe Conticini. Par sa sensibilité hors du commun dans le travail du goût, il a révolutionné le métier. Comme nous l'explique son associé Thierry Tessier en l'absence de Philippe Conticini, convalescent. À ma connaissance, il est le seul pâtissier à avoir eu la curiosité de sortir du carcan de la pâtisserie et d'aller voir le monde du salé. Il faut comprendre qui est Philippe à la base. On dit c'est un des plus grands pâtissiers de France. Oui, avec Pierre Hermé, ils ont été les deux personnes qui, dans les années 80, ont dynamité la pâtisserie française. À la base, il était à la table d'Anvers avec son frère. Son frère faisait le salé et lui le sucré. Quand Philippe a quitté ce restaurant étoilé, au lieu de continuer des marches de pâtissier, il a eu la curiosité d'aller dans le monde du salé. Et il l'a réussi avec brio puisqu'il est rentré chez Pétrosian. Il est devenu étoilé chez Pétrosian. Il est parti ouvrir Pétrosian à New York. En même temps, voilà, il a eu des ouvertures à l'étranger puisqu'il c'est une star aujourd'hui au Japon avec la maison Pelletier.
Philippe, en ayant fait cette incursion dans le monde des cuisiniers, ne travaille plus la pâtisserie comme un pâtissier. Pour moi, c'est la personne qui est obnubilée par un seul axe, la construction du goût du gâteau qu'il est en train de préparer. Et effectivement, il va assaisonner la totalité des matières premières qu'il va utiliser pour son gâteau. Philippe construit un goût. C'est toujours pareil. Quand vous discutez avec Philippe, c'est toujours amusant parce que vous dites, ça a l'air vraiment... Il commence par vous dire, c'est très simple. C'est juste 2 ou 3 petites choses. Alors, il vous cite les 3 et puis vous terminez à 50. Vous passez, ah oui, bon, alors il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça, toujours un peu de fleur sel quelque part. Et ça n'en finit pas, parce qu'il n'est pas capable, dans sa générosité, dans sa construction de goût, de ne pas aller jusqu'à l'ultime ingrédient qui va faire que pour lui, ce sera parfaitement équilibré. Philippe Conticini revisite aujourd'hui les plus grands classiques de la pâtisserie française. Un registre quelque peu inattendu pour cet immense créateur, comme nous le confie son fidèle bras droit, Angelo Musa. C'est vrai que les classiques, on avait un peu perdu ça de vue, où on en faisait de moins en moins. Et c'est vrai que c'était très intéressant, d'autant plus qu'il y a des produits que j'avais jamais fait dans les classiques. Il y a 2 ans, Philippe m'a demandé de faire partie de l'équipe pour monter une pâtisserie, sa pâtisserie. Je le connaissais déjà, parce qu'il avait été entraîneur de l'équipe de France quand on a fait la Coupe du Monde. Et pour moi, c'était un immense plaisir de le rejoindre et de pouvoir continuer la première aventure qui était celle de la Coupe du Monde. Parce que j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, sa gentillesse, son immense gentillesse, le partage des idées, le partage des créations et des pâtisseries que nous avons réalisées était vraiment génial, quoi. Donc c'est des inserts de pralinés purs qu'on a coulés dans des flexipans et qu'on va déposer au milieu de chaque boule. Donc là, le praliné est congelé. Hein. Maintenant, vous pouvez imaginer quand on va couper le gâteau, le praliné va décongeler tout doucement et le praliné va couler au milieu de la crème pralinée. Pour présenter de façon innovante les créations de Philippe Conticini, Thierry Tessier a imaginé un nouveau concept de boutique à Paris, la pâtisserie des rêves. Avec présentation sous cloche réfrigérée et montage minute des choux ou des millefeuilles. Tout ce que vous allez voir autour de vous dans la pâtisserie des rêves suit et raconte la même histoire. Si je prends l'exemple des cloches pour présenter les gâteaux, nous avons eu 2 réflexions. La première, c'était à mi-chemin entre Charlie et la chocolaterie, à mi-chemin entre l'émerveillement des vitrines de Noël, toutes ces références à l'enfance. Et puis d'un autre côté, une envie de ne plus être en contact frontal avec nos clients, mais bien de les accompagner autour de nos produits et de ce fait pouvoir les conseiller et être ensemble devant les gâteaux. Là, j'incorpore le confit de citron au milieu, très légèrement, parce qu'il est très puissant. Pourquoi les grands gâteaux classiques? Pourquoi retrouver Paris-Brest, Saint-Honoré? C'est juste l'envie de retrouver ces gâteaux et de pouvoir les déguster tous les jours. En acceptant d'être comparé avec tous les gens qui font ces gâteaux-là, et ensuite avec tous ceux que vous avez dégustés dans votre enfance, il fallait vraiment être quelqu'un comme Philippe pour oser s'atteler à ce défi et le réussir avec autant de brio. Oui. Si la pâtisserie connaît aujourd'hui son heure de gloire, il n'en a pas toujours été de même. Chef de file de la cuisine moléculaire, Thierry Marx a créé un nouveau concept de dessert, la pâtisserie liquide, en souvenir de son premier métier de pâtissier. Comme à l'époque de Michel Guérard, qui dirigeait la pâtisserie du Crillon il y a plus de 50 ans. Je me souviens de l'époque où le pâtissier, et je l'ai vécu, ne recevait pas de la part des cuisiniers, en particulier dans une brigade de cuisine, une considération extrême. On l'appelait le gnôleux. Le gnôleux du nom de la gnôle. La gnôle était la planche sur laquelle, au Moyen-Âge, on étalait les pâtes. Donc il y avait quelque chose de
péjoratif. On était au sous-sol, là, on était les manches farines, voilà, c'était quantité négligeable. On disait oui, le pâtissier c'est important, alors c'était important pour les petits fours, c'était important pour... Mais pas plus que ça, c'est-à-dire que à un tel point que ça en était même vexant, c'est-à-dire que la brigade commençait à partir, le nettoyage se faisait, on n'arrivait pas à amener nos plats, on se faisait bousculer un petit peu en cuisine. On n'avait pas vraiment, nous n'avions pas notre place dans le monde des cuisiniers. Il est flagrant que les chroniqueurs gastronomiques, les journalistes qui avaient pour mission de décrire un repas s'arrêtaient souvent au fromage parce que ou ils n'aimaient pas la pâtisserie ou ils ne jugeaient pas important l'acte du pâtissier en fin de repas. Aujourd'hui, les pâtissiers l'ont compris, donc ils amènent des choses à juste mesure à la fin du repas. Et ça devient des stars. Aujourd'hui, on a dans le monde des pâtissiers français qui s'expriment et qui sont en train de vraiment, et le mot est lâché, mais il peut paraître idiot pour ce métier, mais ils prennent leur part de gâteau et c'est justice. Installés dans des palaces parisiens, en boutique ou en province, ils font partie de cette nouvelle génération de pâtissiers qui explose actuellement. Et parmi ces étoiles montantes de la pâtisserie, il en est un particulièrement doué, au Bristol, à Paris. Je complète table 18, s'il vous plaît. 2 avant-desserts à suivre, un crémeux. Le service, c'est la concrétisation en fait, de toute une matinée de mise en place de produits frais pour arriver à la qualité optimale au moment du service. C'est là où vraiment on va déclencher les émotions. La pâtisserie, c'est vraiment vouloir faire plaisir aux gens. Et les gens, par leur gourmandise, ont leur réaction. Quoi. Voilà. Mais c'est avant toute chose envie de faire plaisir aux gens et se nourrir du plaisir qu'on donne aux clients. Pour monsieur, donc ce précieux chocolat Nyangbo, donc Laurent Janat, notre chef pâtissier, a pris l'exemple un petit peu d'un écrin à bijoux. Donc d'où l'ouverture de ce chocolat donc juste devant vous. Il s'agit d'un chocolat donc pur Ghana. Très bien, dégustation. Merci beaucoup. Merci. Créer, c'est la course, c'est toujours une course en avant de proposer des choses différentes aux clients, de les étonner, de leur faire plaisir. Donc toujours autour du plaisir, c'est une avancée sans arrêt permanente pour arriver à maintenir ces 3 étoiles, à limite viser l'excellence. Quitte à détourner un objet familier de son usage habituel. Je débarrassais chez moi, j'avais un tourne-disque en trop et je l'ai utilisé pour faire un dessert. Ouais. Bah, c'est un peu l'idée du tour de potier, c'est un peu aussi l'idée de créer un dessin dans l'assiette qui n'ait pas été fait, quoi. Autre illustration de cette créativité débordante, cet incroyable dessert au litchi meringué et glacé dans l'azote. L'idée première, ça a été de faire déguster la texture de la neige aux clients. C'est-à-dire toute la fraîcheur. Donc on a essayé de créer une neige de fruits finalement. Une neige de jus de fruits. Alors on garnit donc une louche de siphon poire litchi citron qu'on va garnir d'un mélange de poire fraîche, litchi, framboise et zeste de citron vert. Voilà. On garnit. On referme délicatement. Et là, on le glace. Je dirais que la pâtisserie, c'est de la gourmandise. Manger est un plaisir. Regarder, c'en est un. Quand tout arrive, c'en est un. L'aspect visuel est un grand plaisir. Mais l'aspect visuel doit compléter les qualités gustatives d'un dessert. C'est tellement des beaux métiers, vous savez, de prendre des produits, de les transformer, de créer. Il y a tellement peu de métiers qui offrent autant de facettes. Un métier très dur que connaît bien Camille Le Sec, qui officie non loin de là, rue de Rivoli. Plus jeune chef pâtissier de tous les palaces parisiens, il réalise aujourd'hui à 29 ans à peine la meilleure tarte au citron meringuée de Paris, au prix de lourds sacrifices et sans jamais compter son temps passé au travail. C'est un métier où il faut être passionné, c'est
C'est un métier où il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour toujours découvrir des nouvelles choses et toujours avancer. Voilà, on a le fond de pâte sucrée qui est cuit vraiment à la minute, au dernier moment, qui est très croustillant. Et juste au-dessus de ce fond de pâte sucrée, on met une très fine couche, vraiment fine couche de crème d'amande pour vraiment imperméabiliser le fond de pâte sucrée pour qu'il reste très croustillant. Pour ne pas que la crème citron ensuite vienne détremper le fond de pâte sucrée. Et après, j'adore moi les meringues. Et là, j'ai mis une meringue au citron vert, vraiment très légère en sucre pour avoir une meringue la plus fondante possible, la plus moelleuse. Quand on l'a dans la bouche, c'est un souffle en fait, ça fond dans la bouche, c'est extraordinaire quoi. Les gens justement aussi viennent dans des endroits comme ça pour se faire plaisir avec des pâtisseries de tradition et pour être surpris. C'est ça qu'on cherche aussi dans des palaces, dans des restaurants gastronomiques. C'est d'avoir quelque chose qui nous marque, qui nous surprenne et qui nous donne, qui nous fasse avoir des souvenirs et qui nous donne envie aussi de revenir et de passer des bons moments. En pâtisserie, dans une boutique, un gâteau, il faut que ça puisse durer plusieurs heures en fait. Et que ça reste vraiment très bien plusieurs heures. C'est ça la difficulté. Parce qu'en restauration, on a la chance de pouvoir faire un dessert et de le servir tout de suite. Donc on peut s'amuser vraiment au maximum avec les différentes textures, les différentes les températures aussi et toutes les saveurs. Donc là on a poêlé nos cerises, on les a fait revenir dans une pointe de beurre. Et ensuite on les a déglacées avec un vin chaud. En fait, ça les rend gourmandes, ça les rend appétissantes. Vous voyez, elles donnent envie, quoi. Elles font plaisir. Et après, je vais ajouter une petite raviole de vin chaud dessus avec un zeste d'orange confit et une petite feuille de thym. Quelques brisures de spéculoos. Et ensuite, le sorbet au chou rouge. C'est un sorbet un peu plus que particulier parce que c'est vrai qu'en pâtisserie, on n'a pas l'habitude de sentir ça. C'est un sorbet au chou rouge. On y va, Simon? Allez, 14. Ouais. Capitale de toutes les créations en matière de pâtisserie, Paris n'en finit pas de surprendre. Comme ici, place de la Concorde, dans cet hôtel prestigieux où son jeune chef pâtissier est aussi exigeant que méticuleux. Ce qui me fait plaisir au crayon, c'est de pouvoir renouveler en permanence la pâtisserie. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai 7 cartes de dessert. Donc, dès que j'ai fini d'en changer une, 2 jours après, 3 jours après, une semaine après, il y en a une autre qui est modifiée et c'est un cercle. Ça n'arrête pas, quoi. 2 choses très importantes que je n'oublie jamais et que j'essaye d'inculquer à tous les gens qui travaillent avec moi. C'est pas tout d'avoir un visuel, c'est important, mais il faut aussi avoir les goûts et des goûts francs, des goûts précis. Il faut vraiment qu'on ait un bon goût de fraise, quoi. Comme si on avait la possibilité de la ramasser dans le jardin à température ambiante, à 20-25 degrés, au printemps ou à l'été, et de pouvoir la manger directement dans le jardin. Voilà, le but, il est d'essayer d'approcher au maximum de la vérité. Pour faire profiter aux clients de jolis desserts ou d'un joli chariot, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, il faut bien maîtriser les techniques de base qui sont primordiales. Pour moi, c'est absolu. Et puis après, il faut s'intéresser à plein de choses. Alors parfois, l'inspiration vient comme ça, en claquant des doigts. Et puis parfois, ça prend plus de temps. Et puis entre l'inspiration et la réalisation, ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre 3 semaines ou 4 semaines, quoi. De passage dans la capitale, Michel Guérard retrouve sa toute première maison, un lieu rempli de souvenirs pour lui.
C'est un endroit magnifique où j'ai eu l'occasion de faire ma profession, celle de pâtissier. J'ai été 2 ans chef pâtissier au Crillon en 56 jusqu'en 58. Pour accueillir son ancien maître auprès duquel il a appris le métier à Eugénie-les-Bains, Jérôme Chaussès a décidé de lui faire goûter sa vision toute personnelle de l'île flottante. J'ai gardé la base de l'île flottante, donc du blanc en neige, cuit, avec un côté technique. Je l'ai accommodé avec les fruits exotiques, la mangue, de l'ananas, du fruit de la passion. Pour donner un petit peu plus de peps à ce dessert, je viens de préparer un gazpacho à base d'ananas, de mangue et de fruits de la passion. C'est ce qui va remplacer la crème anglaise. Allez-y. On me dira après quel est le verdict. C'est bon. Très bon. Je trouve que l'idée était patente. Hein. Il y a plein de pâtissiers qui vont être jeunes. Ils viendront goûter. Oui, je suis épaté parce que c'est délicat, c'est frais, donc c'est un dessert bien revisité, un classique bien revisité. Donc chapeau l'artiste. Aussi excellente soit-elle, cette pâtisserie ne se contente plus de vulgaires comptoirs, mais de véritables écrins. Comme ici, chez cet ancien pâtissier de Guy Savoie, qui a ouvert à Paris un nouveau concept de boutique. L'idée, c'était de créer un lieu à la croisée des chemins entre un restaurant et une pâtisserie. Et faire une pâtisserie qui reprenne l'idée, l'essence même d'un restaurant avec le travailler autour des vins, les accords avec les vins, les produits. Et il fallait une mise en scène particulière pour mettre en avant ma pâtisserie. Mais la mise en scène, elle était imaginée en tout cas de façon verticale. Dans un premier temps, partir d'un produit et le décliner pour en donner le meilleur de lui-même, donc avec une pâtisserie très innovante, audacieuse, très gastronomique. Dans un deuxième temps, une pâtisserie plus traditionnelle, comme un millefeuille, un éclair, une religieuse ou une tarte, un bonbon de chocolat, et un vin sélectionné avec un ami sommelier pour en faire un accord. C'est une approche un petit peu différente du métier. On est fou, on est passionné, et ça nous amène à penser différemment et à proposer différemment. À l'heure où la créativité déborde de partout, faire bon ne suffit plus. Il faut aussi faire beau. Bon nombre de consommateurs voulant épater leurs convives toujours davantage, il faut donc leur proposer des desserts de plus en plus élégants, voire spectaculaires. La grande différence de la pâtisserie française avec les pâtisseries étrangères, ça va être son chic, ça va être son évidence, avec un design où elle va être belle à l'œil. Et ensuite, quand on va plonger la cuillère dedans, il va y avoir une émotion. Soigner le design en pâtisserie, c'est précisément le leitmotiv de la maison Fauchon. Ayant forgé sa réputation sur la beauté formelle de ses desserts, cette vénérable maison a ainsi réussi à séduire de nouveaux clients, plus jeunes, à coups de modernité et de lignes épurées. Alors, depuis 14 ans, la pâtisserie a beaucoup évolué de 3 façons. On a beaucoup travaillé sur le goût et sur la façon de désucrer les pâtisseries. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la création depuis quelques années. Et c'est vrai que là, il y a un nouveau cap qui vient de passer depuis quelques années, qui est la haute couture de la pâtisserie, sur lequel on fait très très attention, c'est-à-dire le produit en lui-même, la dégustation, mais aussi le look, qui est devenu très très important. Comme le nom l'indique, c'est la haute couture, donc on travaille par saison, par collection. Je pense que maintenant, on est en train de laisser aux chefs la chance d'avoir leur style. Ce qu'on a en cuisine et en pâtisserie, ça y est, depuis quelques années, c'est en train de se développer, où chaque chef ou chaque grande maison commence à avoir un style. Un style que l'on retrouve dans le MIMA, mis au point pour les fêtes de fin d'année par Christophe Adam et Benoît Couvrant, son chef pâtissier. Le processus de création, il est sur des petits carnets que j'ai toute l'année sur moi. Donc celui-là,
ça date de février. Donc en février, je prends les notes de ce qu'on veut, de ce que je veux faire avec un petit dessin. Et ensuite, quand vient en fait l'époque créa des fêtes, je sors un peu toutes mes notes. Je l'explique à Benoît qui met en route le processus de créa gustatif en premier. Même si l'idée globale est là, et quand on a fini un peu le côté gustatif, commence le côté lookage. Et c'est vrai que le côté lookage est un peu dans un autre esprit, avec une sorte de petite branche où je donne des petites piges à Benoît. Alors quelquefois on se comprend, quelquefois on se comprend pas, et puis on fait des tests. Donc entre le moment où on l'a dans la tête et le moment final boutique, il peut se passer entre 4 et 6 mois. En fait, maintenant, on se doit de faire des beaux gâteaux. C'est devenu quelque chose de primordial si on veut faire partie de cette haute pâtisserie. Même souci d'esthétisme à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, où Frédéric Beau propose à des pâtissiers clients d'un grand fabricant français de chocolat des créations directement inspirées d'objets de notre quotidien, aidés en cela par un designer. L'observation, c'est la matière première nourricière de la créativité. Je suis intimement convaincu que dans notre profession, hormis des cas bien précis, les gens ont envie d'être créatifs, rêvent de ça, rêveraient d'avoir du temps. Mais on est globalement dans un métier où les gens n'ont pas de temps, ils sont débordés. Et après la 17e heure d'être créatif, même si on en a une envie très forte, c'est pas du tout évident. Ouais. Un designer, ça peut nous aider à aboutir quelque chose, ça peut nous orienter, ça peut créer tout seul. Mais un très bel exemple que j'aime, c'est Pierre Armé et Yann Pénors. Quand Yann a créé un gâteau qui pour lui faisait illusion, genre un gâteau de 23 cm de haut, je me coupe une grosse part, ça c'est gargantuesque, c'est sa Madeleine de Proust, ben Pierre lui n'a eu qu'à intégrer dedans son talent d'assembleur de goût, son talent de technicien de la pâtisserie, pour faire en sorte que quand même l'idée d'un designer, l'idée un peu folle, puisse devenir gâteau, puisse donner de l'émotion, que le designer s'y retrouve et que le pâtissier s'y retrouve. L'inspiration de la montre, enfin un bracelet montre. Ah oui, le blanc là-bas. Donc là on est plus en contre-dépouille, donc dépouille contre dépouille, avec un... Dépouille. Avec un effet non moulable en une fois. Donc le décor est sur les côtés. Ça veut dire que le pâtissier doit... Ça veut dire que le pâtissier, on devra lui recommander de faire deux morceaux de gâteau, c'est ça? Sur un montage. Là, sur un montage en deux parties. En deux étapes. On s'est rencontrés il y a 3h30 et 3h30 plus tard, j'ai compté, on a 16 créations pâtissières. Et pour faire 16 créations pâtissières, il va nous falloir des dizaines d'heures de travail. Alors que là, la création esthétique, elle est presque faite. Une lampe de bureau, une valise en aluminium, qui est juste ici. Eh bien, ça peut inspirer des bonbons de chocolat, qui pourraient être ultra minces. Ça peut inspirer une bûche de Noël, qui, elle, peut être très design, mais à la fois très gourmande. Qu'on ne se méprenne pas, on n'est pas des décorateurs, on n'est pas des designers, mais la laideur se vend mal. Ne l'oublions pas. Et que autant un pâtissier peut avoir un talent merveilleux d'assembleur, de compilateur, s'il n'a pas la cerise sur le gâteau, eh bien, la magie n'opère pas. Si cette magie fut pendant longtemps réservée aux seuls hommes, elle attire désormais de plus en plus de femmes. Parmi elles, Nathalie Robert qui travaille dans le Marais aux côtés de son mari Didier Matret, tous deux anciens chefs pâtissiers chez Gagnère. Mentalement, c'est difficile parce que c'est un milieu assez fermé. Donc voilà, ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de femmes. Et puis, je pense de l'accepter aussi, quoi. Vous posez le chou dessus, voilà. Après, le chou à la menthe. Voilà, vous le posez. Le chou à la vanille. C'est plus facile de travailler avec les filles, moi, je trouve, parce que vous allez dire une fois une chose, elle va être touchée,
elle va faire tout son possible pour pas refaire l'erreur, parce que elle va être sensibilisée. Un garçon, vous allez lui dire 10 fois la même chose, quoi. Et, enfin, en exagérant. Bon, lui, il va vite tourner la page. Une fille, c'est plus... On le voit, elles vont prendre leur petit carnet, elles vont faire les petits dessins des desserts. C'est beaucoup plus attentif. Moi, je délègue beaucoup plus facilement aux filles. Alors peut-être que c'est plus facile aussi de transmettre les choses. Je sais pas. Après, ça dépend de la personnalité des gens, ça dépend... Quand on a vu arriver Nathalie en cuisine, on n'était pas habitué à avoir des filles, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, il y a une phase un petit peu d'observation, tout ça. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle vaut celle-là pour aller peut-être pistonner, on sait pas. Enfin, c'est vrai, on s'est posé des questions un peu bêtes, quoi. Et parce que c'est quand même une ambiance macho, quoi. Ambiance stade de foot, hein. Bon, on va rester là, mais c'est comme ça. Bon, après, il a bien fallu qu'elle se mette rapidement au travail. Nous, on l'a testé. De toute façon, on s'est dit, voilà, on avait besoin de personnel. C'était une fille. Monsieur Gagnère a été quand même... lui a laissé sa chance. Il s'est dit, faut voir ce qu'elle vaut. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais naturellement, même moi, j'ai été assez dur avec elle au début. J'étais plus dur avec elle, à faute égale, par rapport à un gars. Il fallait vraiment qu'elle fasse ses preuves. Mais je pense que c'est pas c'est le système qui veut ça, parce que les gens n'ont pas de temps libre. Donc ils sortent pas, ils vont pas au cinéma, ils vont pas au théâtre. Donc ils sont quand même renfermés dans leur lieu de travail, qui est quand même pas très fun, quoi. Il y a beaucoup de pression. Donc automatiquement, c'est pas de leur faute, hein, c'est l'environnement qui veut ça. Un peu le respect s'est installé assez naturellement, parce que de toute façon elle a gravi les échelons de la brigade plus rapidement que n'importe quel gars. Mais je pense que vous n'avez pas droit à l'erreur, quoi. Et c'est une super école, c'est génial, parce que on vous loupe pas. Vraiment, on vous loupe pas. Mais il y a un côté un peu négatif, c'est que vous êtes obligé de vous faire une carapace, parce que c'est un milieu animal, hein. C'est le Moyen-Âge. Non, mais il faut le dire, c'est comme ça. Donc une fois que vous le savez, vous pensez à votre boulot. En général, on est hyper motivé quand on rentre dans ces maisons, donc vous pensez que vraiment qu'au boulot. Et puis, plus vous montez en gamme dans le restaurant, plus dès que vous allez dans les 3 macarons Michelin, vous espérez que ça va être un peu plus raffiné dans le mental de l'équipe, un peu moins lourd, quoi. Et c'est vrai. Donc ça fait du bien, quoi. C'est des gens qui sont quand même un peu plus ouverts, qui bougent, qui voyagent avec leur chef. Mais il y a encore quand même beaucoup de travail à faire, hein. Le Précatelan, restaurant 3 étoiles à Paris, a également choisi une femme pour diriger sa pâtisserie. Christelle Bruat a depuis été élue par ses pairs chef pâtissière de l'année. La cuisine et la pâtisserie, c'est 2 métiers qui sont difficiles. Maintenant, à nous, femmes dans ce métier, à nous organiser et à faire en sorte que le métier reste une passion, mais pas une contrainte. Diriger des hommes quand on est une femme, ça change quoi? Je suis naturelle toute la journée et donc je plaisante avec eux, je travaille avec eux, je suis là du matin jusqu'au soir, donc moi il n'y a absolument rien qui change. Et vis-à-vis de eux me regardant, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit comme différence parce que je suis une femme ou si j'étais un homme. Je pense que la profession m'a élu pâtissier de l'année sur les compétences. Je pense que c'est ça. On m'a pas élue parce que j'étais la seule fille sur les 10 pâtissiers. Je pense que c'est peut-être parce qu'on a estimé que cette année, c'était moi qui devais l'avoir. En fait, on a voulu travailler sur la pomme d'amour. Ce dessert qu'on trouve dans les foires et qui est vraiment immangeable. Donc on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus élégant. Donc on a décidé de souffler du sucre à une épaisseur qui est vraiment très fine, style une feuille de papier. Et après on a voulu la remplir avec plein de choses qui nous rappellent l'enfance. Donc on a ce petit sucre pétillant qui nous crépite dans la bouche avec la glace au carambar pour donner un petit peu de fraîcheur. Et tout ça avec une mousse au cidre pour rappeler la pomme.
Pour son chef, Frédéric Anton, qui l'a engagé, le duo fonctionne à merveille. Je pense que ce qui fait notre force à nous deux, c'est qu'il n'y a pas de différence. On n'est pas dans un hôtel où il y a un chef cuisinier, un chef pâtissier, que chacun se tire la bourre, que chacun a ses idées. Et pourquoi nous, c'est cohérent, c'est qu'on travaille ensemble. Et c'est ça notre complicité, c'est ça qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben oui, on parle de moi, mais aujourd'hui on parle de Christelle. Et on parle beaucoup de Christelle, alors à la fois parce que c'est une femme, parce que ça intéresse, mais parce qu'elle est compétente, parce qu'elle sait travailler, parce qu'elle apporte des nouvelles choses, et puis qu'elle apporte aussi une autre vision de la pâtisserie. Nous, ce qui compte, c'est le pré-catin, comment ça fonctionne, et puis après, comment sont servis nos clients, s'ils sont contents ou si vraiment il y a quelque chose à changer. Dans le monde du sucré, le chocolat et la confiserie tiennent une place à part. De la ganache au caramel, du nougat aux pâtes de fruits, ces gourmandises n'ont plus de secret pour Jacques Génin, un pâtissier d'une grande sensibilité. Il y a beaucoup plus de rigueur au niveau de la pâtisserie, de la confiserie, de la chocolaterie que de la cuisine. En cuisine, vous avez toujours la possibilité de déraper un petit peu. Essayez de déraper sur une ganache. Essayez de déraper sur une crème pâtissière. Essayez de tricher sur un sucre. Il vous rendra ce que, effectivement, vous avez voulu faire, tricher. C'est-à-dire, vous n'aurez rien au final. L'éclair au chocolat aujourd'hui, c'est avant tout une sensualité. C'est un craquant, c'est un fondant, c'est une évasion sur du chocolat. On est sur un vrai produit, on est sur un vrai plaisir. L'éclair au chocolat, ça m'est difficile de l'expliquer, mais c'est un moment d'oubli. Et ce moment d'oubli, tu sais, parfois tu peux essayer de l'expliquer, mais la véritable explication, c'est ça, le moment d'oubli. C'est au moment où tu le casses, tu as cette crème à l'intérieur, très moelleuse, très douce, et qui a un vrai parfum de chocolat. Le plus vrai, c'est d'abord de le goûter. Pendant trop d'années, je trouve que l'on a considéré que le chocolat était un produit de longue conservation. Je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, eh bien, on arrive à trouver des chocolats, effectivement, qui doivent se manger dans les 10 jours. On arrive à respecter donc ce produit en tant que tel. C'est pourquoi moi je ne donne que 10 jours sur toute la fabrication de mes produits. Cette pâte de fruits, elle a une véritable histoire. Elle a effectivement l'avantage d'avoir été sortie pour le nouveau parfum de Nina Ricci, qui était à base de framboise, de rose et de rhubarbe. Et en fait, ils sont venus me voir en me demandant ce que je pouvais faire au départ. Au départ, on devait faire un chocolat à base de rose. Et je trouve, c'est bien la rose, mais d'utiliser n'importe comment, c'était dommage. Il n'y avait pas assez de sensualité. Là, en mélangeant ça avec de la framboise, je suis tombé sur un produit absolument merveilleux. Parce que pour moi, c'est plus une pâte de fruits, c'est une vraie dame. Elle est élégante. Elle a un parfum sublime en bouche. C'est vraiment de la sensualité. C'est vraiment un plaisir à part entière. Et chaque fois que j'en mange une, et ça c'est vrai, chaque fois que je descends au magasin, j'en mange une. Et systématiquement, j'ai pas une femme qui m'apparaît, mais un corps de femme, tu vois, recouvert d'une belle robe, tu vois, qui part dans le vent comme ça. Et ça, c'est magnifique. Ces caramels, alors, ils ont une véritable histoire. Vous avez, pour la première fois, alors c'est prétentieux, mais je le pense au fond de moi quand même, je pense au fond de moi, vous avez quand même un élément. Ce caramel ne colle pas aux dents. Vous avez ce parfum, vous avez le goût du sucre, mais sans avoir le goût du sucre. Et puis vous avez toute l'excellence d'un très bon beurre. On est là pour apporter du bonheur.
Mais il ne faut pas oublier que si on apporte ce bonheur, c'est que quelque part, nous aussi, on en a du bonheur. Parce qu'on ne serait pas capable, effectivement, de pouvoir fournir ce genre de travail. Autre spécialité qui fait fureur actuellement, le macaron. On le trouve partout, dans les livres, dans les films, comme le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, ou dans les pâtisseries, comme chez Ladurée ou Pierre Hermé. Le macaron est un produit traditionnel de la pâtisserie française. Je me suis rendu compte que ce qui donnait le goût au macaron, c'est ce qu'on mettait à l'intérieur. La deuxième partie qui est très intéressante dans le macaron, c'est le contraste de texture, c'est-à-dire entre le biscuit et la crème. Il y a quelques années, il y a maintenant 4 ans, j'ai eu envie de créer des macarons pour des gens. Comme dans le temps, on avait sa plaque pour imprimer son papier à lettres chez un imprimeur. Et éventuellement, ou pas, de le personnaliser avec des initiales. Et là, c'est un procédé qu'on a inventé qui permet à des clients de commander leurs macarons quand ils en ont envie, à partir de la création que j'ai pu faire à un moment donné. À Hyères, dans l'Essonne, Yannick Lefort a décidé, lui, de ne plus faire que ça, avec pas moins d'une centaine de parfums différents à sa carte. On a quand même été la première entreprise en France, voire au monde, à se consacrer uniquement à la fabrication de macarons. Dans cette petite bouchée qui pèse 10 grammes, eh bien, se concentrent toutes les sensations qu'on peut retrouver dans la dégustation d'une pâtisserie. Toutes les sensations sont présentes. Le soyeux de la crème, la texture de la mie, la texture de la croûte. Et c'est ça qui fait l'engouement du macaron de la part des aficionados de cette pâtisserie aujourd'hui. Alors c'est à peu près entre 15 et 18 000 pièces de cette taille-là par jour. Ça fait 2000 macarons par heure. On a fait 66 tonnes l'année dernière. Mais finalement, il y a dans ce geste répétitif quelque chose de très proche de la recherche du beau, la recherche de la perfection. La pâtisserie française est unique dans le monde parce qu'elle s'appuie d'abord sur un terroir, des produits, des matières premières, des saveurs, des fruits, le beurre français, les crèmes merveilleuses. Quand on a goûté les meilleures purées de fruits du monde, quand on a mangé le meilleur beurre du monde et que tout ça est en France, quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas ces matières premières, il n'y a pas moyen. On ne peut pas faire du bon avec du mauvais. Direction la Gâtine, en Charente-Poitou, dans une des laiteries préférées des grands chefs pâtissiers français. On y produit entre autres l'un des meilleurs beurres. Nous sommes d'abord des laitiers. Et notre métier principal, c'est de s'intéresser qu'aux artisans professionnels des métiers de bouche. Nous, la politique, c'est de défendre le bon goût pour le vrai produit. Et le bon goût, c'est d'abord du produit frais, sans additifs. Notre savoir-faire, c'est le beurre extra fin. Le beurre extra fin, il est produit à partir de lait de haute qualité. Ce lait, il est très sain, ce qui nous permet de faire un traitement thermique très faible, environ 72 degrés quelques secondes, pour préserver les arômes, les protéines. Pour la production industrielle, il faut environ quelques heures, environ 6 heures. Chez nous, ici, avec le respect de nos savoir-faire, il faut environ 48 heures. Ce qui nous permet de respecter les temps. Ici, le barattage et le lavage du beurre est fait à partir de l'eau de notre source qui est sur notre site de production, la Viette. C'est une eau très pure qui nous permet d'avoir, au moment du lavage de notre beurre, aucune agression des produits additionnés à l'eau, ce qui nous permet de garder les arômes de notre beurre, mais aussi la fraîcheur de notre eau. C'est ce qui va permettre de définir un parfum. Des arômes et des parfums, il n'en manque pas dans les fruits cultivés par Cyril Vignon et son père à Loriol, dans la Drôme. Des producteurs de cerises, de fraises, de pêche blanche et autres abricots bergerons récoltés à la main à maturité et selon les principes de l'agriculture raisonnée. Voilà, nous, on n'a pas une grosse exploitation, donc on travaille avec des petites quantités, mais on essaye de le faire le mieux possible. Donc il faut que la qualité soit irréprochable. Ouais, j'ai bientôt fini. C'est bon, elles sont à point? Oh ouais, elles sont impeccables, là, bon. impeccables. Là, aujourd'hui, c'est parfait. On a bien fait d'attendre aujourd'hui, alors. Ouais, ouais.
En fait, nous, on cherche à faire une agriculture la plus naturelle possible. Quand on plante un arbre, on recherche déjà dans la génétique de la variété le côté qualité gustative. On ne recherche pas le rendement à outrance, ça pour nous c'est secondaire. C'est avant tout le goût. Voilà. On est en retard. On est en retard là. Ouais, mais là, ça va être quelque chose de magnifique. Là. Ah ouais. Elle commence à prendre un tout petit peu un peu de couleur quand même. Hein. Ah ouais, bien, c'est très très bien. Ça c'est de la charlingouf. C'est une variété ancienne, variété que mon grand-père cultivait dans les années 1930 et 1935 et qui ont été totalement abandonnées parce que pêche très très fragile, très difficile à ramasser à maturité, très difficile à conditionner, qui ne supporte pas le transport. Donc c'est une pêche qui est destinée à être vendue sur un circuit court, très court. Par contre, qu'est-ce qu'elle est bonne, voilà. C'est une chair très fine, très juteuse, très goûteuse. Et voilà, nous on a voulu absolument recréer ce type de verger pour que le consommateur puisse connaître quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Alors au départ, elles étaient destinées à nos clients habituels. Depuis 2 ans, j'ai été contacté par le Rhin Sophie Pic et par son chef pâtissier qui eux recherchaient des fruits vraiment de qualité et avec vraiment du goût. Et quand je leur ai fait goûter ces variétés-là, ils m'ont dit que c'était ce qu'ils recherchaient, quoi. S'il y en a bien un qui apprécie ces fruits, c'est justement l'ancien chef pâtissier d'Anne-Sophie Pic. Installé depuis peu sur les bords du lac d'Annecy, Philippe Rigolo est ainsi la preuve vivante que Paris n'a pas le monopole de l'excellence et qu'en région aussi, ce renouveau de la pâtisserie est en marche. Ça faisait 10 ans que j'étais à la maison Pic, il me fallait un nouveau challenge. Et après les concours, après la Coupe du Monde en 2005, après le meilleur ouvrier de France en 2007, il ne me restait plus que de m'installer, de me lancer tout seul avec ma femme. Un caracas et une tentite. J'ai voulu m'installer pour me faire plaisir, pour être autonome et monter quelque chose et avoir quelque chose à moi. Bon, c'est sûr qu'il y a un risque de s'installer. Mais moi, de mon côté, je suis sûr des produits que je propose. Je mets tout mon cœur, tout mon amour dans ce que je fais et j'essaie de le faire bien tous les jours. J'espère qu'ils reviendront avec grand plaisir. Ce qui est important, je crois que c'est par rapport à la nouveauté, la créativité au niveau de ce qu'il peut proposer. Et je pense que tous les Annéciens y seront très sensibles. À Metz aussi, on a la chance de posséder un merveilleux pâtissier en la personne de Franck Fresson, 4e du nom et meilleur ouvrier de France. La maison existe depuis 1922 et contrairement à Paris, le chef pâtissier a le contact facile avec ses clients. La différence entre le pâtissier parisien et le pâtissier de province réside dans le rapport plus étroit qu'on a avec le client. Le fait qu'on le rencontre, qu'on le côtoie quotidiennement, qu'il nous fasse part de ses remarques, nous, qu'on lui fasse goûter à chaque nouveauté, c'est très important pour nous. Bonjour Monsieur Fischer. Bonjour Monsieur Fresson. Alors, aujourd'hui, il nous faudrait quelque chose pour des enfants, de pratique à manger. Ah oui, alors j'ai sorti quelque chose là qui est sympathique. Des petites bonbonnes à secouer. Alors, on a 3 sortes, on a chocolat, 2 chocolats et vanille de Madagascar, fraise banane fleur d'oranger ou orange carotte mangue passion. D'accord, sympa. Bah écoutez, je vais en prendre 2 de celles-ci. Ouais. Et je pense que je vais prendre 2 chocolats également. D'accord. Je suis amateur d'art, amateur d'architecture, et Fresson est vraiment, en termes de pâtisserie, synonyme d'excellence et surtout de finesse. Voilà, je pense que sur Metz, on a vraiment la chance d'avoir le meilleur ouvrier de France. Ce que je trouve principalement, c'est la convivialité. Et on est quelqu'un, ils connaissent nos goûts, et ça pour moi c'est primordial. Passez une bonne journée. Pareillement, merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. J'adore faire goûter aux enfants ou même aux adultes les nouveautés qui sortent, etc.
Et c'est vrai que je prends du plaisir à voir les gens prendre du plaisir. Si nos régions accueillent de grands pâtissiers, de merveilleux produits et des recettes ancestrales, l'une d'entre elles abrite également depuis 25 ans l'école de pâtisserie la plus prestigieuse au monde. Implantée à Yssingeaux, au sud de l'Auvergne, l'École nationale supérieure de la pâtisserie a été rachetée il y a 3 ans par Alain Ducasse et Yves Turiès, véritables légendes vivantes du métier. Bonjour messieurs, ça va mon cher? Ça va. Cette école qui était surtout une école de perfectionnement, il faut savoir qu'elle était au départ, elle était faite pour les pâtissiers français, elle est toujours faite pour les pâtissiers français qui viennent ici faire des stages d'une semaine ou de 2 semaines ou plus pour se perfectionner. Mais nous voulons aussi que ce soit une école qui amène au CAP, qui amène aussi à toute la formation complète du pâtissier. On ne dit jamais assez, on a un système de formation en France qui est exceptionnel, qui est très envié, notamment d'abord par la voie de l'apprentissage. Ça n'existe pas partout, on a cette chance. Et puis après, justement, on a un système aussi de formation des adultes. Grâce à des fonds d'assurance formation, en fait, les entreprises cotisent, ce qui permet même aux gens expérimentés de toujours se former durant leur carrière. Ça, c'est un gâteau très ancien. Hein. Celui-là, il n'est pas nouvelle pâtisserie. Hein. Non, mais il est revu, par contre. Hein. Là, je vois qu'il est revu parce que c'est déjà pas du tout pareil. Hein. La pâtisserie française était incontestablement la plus connue et la plus pratiquée de par le monde, donc elle est l'image de ce que devient un petit peu la pâtisserie mondiale, et c'est pour ça qu'elle intéresse tous les pays. Et nous avons eu, dans un des derniers stages, il y avait 17 ou 18 nationalités qui étaient représentées, et c'est ce que nous avons d'ailleurs, c'est à peu près cette photographie-là que nous avons dans tous les stages internationaux. The stuff. So you are going to start to dress the pâte à choux on the puff pastry, Florence and Lynette. Okay, on this way, on this table. On a une roumaine actuellement, une singapourienne, un péruvien, une suissesse, une canadienne, 2 américaines. Ça vient de partout, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on arrive à associer des cultures. Alors il faut fédérer, il faut créer une équipe. Et là actuellement, au bout de maintenant 8 semaines, on arrive à avoir une équipe qui est soudée, qui arrive à sortir un dessert qui a encore besoin d'être travaillé. Mais déjà, au bout de 7 semaines, elles savent faire un Saint-Honoré. À l'issue de la formation, il faudra qu'elles soient parfaitement capables de s'intégrer dans une équipe, de s'intégrer dans un groupe de travail, de comprendre. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont beaucoup de Français. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a vraiment une équipe. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est une bonne école avec une bonne réputation. Ils ont l'habitude de former des chefs, ils sont très expérimentés dans l'enseignement pour les professionnels. Je suis dans cette école car elle est très connue dans le monde, et en particulier car elle est dirigée par 2 grandes personnalités, comme Yves Turiès et Alain Ducasse. Et aussi parce que c'est différent d'apprendre la pâtisserie en France. La pâtisserie, c'est un art vivant. C'est de la technique, de l'amour. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est venir ici à cette école et collaborer avec les meilleurs ouvriers de France et toute leur générosité de savoir-faire, l'apprendre et de cette façon évoluer dans ce métier de la pâtisserie. D'Yssingeaux à Tokyo, l'intérêt que portent les étrangers à notre pâtisserie ne fait que croître. Il n'y a pas si longtemps, pourtant, les Japonais ignoraient tout du goût du sucré qui ne faisait pas partie de leur culture. Mais depuis l'arrivée, il y a 20 ans, des premières grandes enseignes françaises spécialisées, comme Pierre Hermé, La Durée ou Dalloyau, les Japonais raffolent de nos gâteaux. Depuis, des dizaines de pâtisseries françaises ont vu le jour à Tokyo, comme la Maison du Chocolat qui a ouvert sa 3e boutique dans le temple du luxe nippon, le grand magasin Matsuya Ginza. Son directeur de la création, Gilles Marchal, avait fait le déplacement. C'est la première fois qu'un pâtissier français et un pâtissier tout court ouvrent dans un département de store ou au rez-de-chaussée. En règle générale, les pâtissiers, qu'ils soient japonais ou français, sont toujours en sous-sol à l'espace alimentaire. Alors moi, en tant que pâtissier, je trouve ça exceptionnel que notre métier soit mis en valeur et soit considéré en tant que tel dans ce domaine du luxe qui, en temps normal, était plus réservé aux joailliers et aux gens de la couture. Ancien chef pâtissier du Bristol, Gilles Marchal a aujourd'hui tout d'une star au Japon où il est surmédiatisé. Konnichiwa, merci beaucoup d'être présent. Arigatou gozaimasu.
Face à cet engouement général pour la pâtisserie française, la marque a décidé d'accroître la part de la pâtisserie dans ses 23 établissements du monde entier. Pâtisserie pour nous, c'est d'abord français. Cette pâtisserie nous fait rêver. C'est comme si en quelque sorte on voyageait à Paris. Il y a eu un engouement énorme puisque en l'espace d'une journée, j'ai rencontré 200 journalistes qui étaient très à la demande et très attirés et surpris en fait surtout de voir pour la première fois une pâtisserie-chocolaterie être au rez-de-chaussée. Le lendemain matin, les Tokyoïdes se précipitent dans la nouvelle boutique. Objectif, être parmi les premiers à goûter aux fameux éclairs au chocolat. Alors là, il n'y a qu'au Japon qu'on peut voir ça. On a ouvert notre boutique pour la première journée ici au public, donc en fait à nos clients, ce matin à 10h. À 10h, il y a eu la queue déjà pour que les gens viennent préacheter en fait des éclairs. Et comme ils arrivent qu'à midi, là ça fait 30 minutes que des gens sont assis pour attendre que les éclairs arrivent et acheter leur commande. Il y a 15 ans, j'ai rendu visite à ma sœur à Paris et je garde un souvenir inoubliable des éclairs au chocolat sublimes que j'ai pu y manger. Je voyage souvent à Hong Kong où il y a une maison du chocolat, mais malheureusement je ne suis jamais parvenue, faute de temps, à goûter leurs différents éclairs. Il n'était donc pas envisageable pour moi de ne pas réussir une fois de plus à manger des éclairs, même si c'est fatigant et que je suis enceinte. Donc là, ils sont en train de distribuer des tickets qui correspondent en fait aux quantités des éclairs qu'ils veulent acheter. Donc les couleurs correspondent à un éclair caramel, une autre couleur éclair chocolat. Donc de façon à ce que ça soit bien organisé au niveau du timing, parce que les Japonais ont très peu de temps. Donc là, ils attendent la sortie exclusive à midi pile des éclairs. Donc ils n'ont pas le droit d'en acheter plus que 5, parce qu'on n'a pas pu en fabriquer 10 000 non plus. Donc là, ils sont vraiment... ça, c'est les gens, ils viennent que pour ça, quoi. Ils veulent vraiment avoir l'éclair le premier jour fabriqué par la maison de chocolat et vendu pour la première fois au Japon. Je suis ici parce que j'ai entendu parler des éclairs de la maison du chocolat qui ont une grande réputation et que malheureusement je n'ai jamais goûté. Cela ne me dérange en aucune façon de patienter en faisant la queue pendant 1h30. D'ailleurs, j'y suis presque habitué, car il y a 2 ans, à l'occasion de l'ouverture de la boutique La Durée, qui ne se trouve pas loin d'ici, j'ai attendu pas moins de 4 heures avant de déguster leurs macarons. Les Japonais sont très soucieux des détails. Ils mettent une énergie énorme dans tout ce qu'ils font. Et la pâtisserie française a ce raffinement, je pense, par rapport aux autres pâtisseries internationales, qui souhaitent retrouver et qui comparent un peu avec leur culture et leur savoir-faire ici au Japon. Donc on a, nous, quelque part, je pense, cette force, les Français, dans la gastronomie, c'est d'être des créateurs de goût. On est toujours à la recherche d'un nouveau produit, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, alors que les Japonais, eux, une fois qu'ils ont atteint un niveau d'excellence, resteront toujours à réaliser la même recette, bien équilibrée, bien carrée, bien voilà. Donc nous, on n'a pas peur de changer les choses, et puis c'est pour ça que d'ailleurs, on change régulièrement au niveau des saisons par rapport à ça. Curieux de tout et passionné par l'art de vivre à la japonaise, Gilles Marchal ne rate jamais une occasion lorsqu'il est au Japon de découvrir un nouveau lieu ou de nouveaux produits. Comme chez ce pâtissier japonais avec lequel il s'est lié d'amitié. Ça va? Tu vas bien? Guy. Comment ça va? Oui, ça va. Bien? Et toi? Ouais, merci de m'accueillir. C'est une pâtisserie réalisée par un Japonais au cœur de Tokyo, et cette pâtisserie est française. Et non seulement en plus d'être française, elle est d'une qualité exceptionnelle en termes de goût, mais alors au niveau du visuel, je pense qu'il est largement au-dessus de beaucoup de pâtisseries. Il est venu plusieurs années en France, il a bien sûr dupliqué son expérience française ici au Japon, en plus avec cette culture qui est de faire toujours bien et un travail exceptionnel, d'une rigueur incroyable. Quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré un guide sur des pâtisseries françaises. C'était très magnifique.
Quand j'ai vu ce livre, j'ai eu une révélation. Et j'ai donc tout de suite compris que c'était le métier que je voulais faire. Il y a 30 ans, quand la maison Le Nôtre s'est installée à Tokyo, j'ai eu la joie et la chance de pouvoir y travailler. Si ce pâtissier japonais a décidé de retourner dans son pays, tel n'est pas le cas de certains de ses compatriotes qui ont fait le choix de rester en France, comme Keiko Nagae, la jeune chef pâtissière japonaise du restaurant Pierre Gagnère. J'ai toujours aimé faire la pâtisserie à la maison, mais non, jamais j'imaginais faire ça comme métier, si vous voulez. Ça fait 13 ans que moi je suis partie du Japon, mais à l'époque, quand j'étais encore au Japon, je ne faisais pas du tout la pâtisserie. Je faisais des études de devenir une avocate. Je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer encore les études ou alors je vais faire d'autres choses? Et c'est comme ça que j'ai posé plein de possibilités et je me suis dit pourquoi pas la pâtisserie, puisque j'ai toujours aimé faire ça. De voir vraiment la pâtisserie française en France. J'ai appris à faire la pâtisserie française de base à l'école et j'ai appris énormément de choses. Et tous les jours, c'était nouveau. Il n'y a jamais de fin, quoi, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à découvrir. On monte les escaliers, mais il n'y a jamais cet escalier, ça va jamais s'arrêter. Pour cette raison-là, je resterai là. Ne plus vouloir repartir dans son pays d'origine quand on aime autant la pâtisserie française, tel est également le choix qu'a fait Kirk Whittle, le chef pâtissier écossais d'Hélène Darroze. Arrivé en France il y a 20 ans, après avoir exercé son métier en Écosse, aux Bermudes et en Australie, l'homme signe aujourd'hui une pâtisserie faite de légèreté et de fraîcheur maîtrisée. Je suis arrivé en France en 1990 à Toulouse. Et c'est là que j'ai pris la décision de travailler dans une très bonne boutique à Toulouse. À l'époque, ça s'appelait Jean Chiche. Et c'est là que j'ai commencé à zéro encore. C'est-à-dire que j'ai commencé, on peut dire comme commis. Je voyais vraiment un respect pour les produits incroyable. C'était un choc pour moi vraiment de voir ça. C'est là que j'ai compris que non, j'avais compris, j'ai vraiment envie de rester en France déjà. Et j'avais vraiment envie de faire ça, de passer ma vie de faire ça. La pâtisserie britannique, en fait, on ne peut pas comparer avec ce qu'on trouve en France, en fait. C'est plutôt là-bas, on dit en général, on appelle ça le pudding là-bas. C'est des choses qui sont plus lourdes, on va dire, plus sucrées. Et c'est pour ça que j'ai décidé, depuis des années maintenant, que j'utilise toujours les bases de l'Écosse, de l'Angleterre, mais je travaille à ma façon maintenant. C'est-à-dire moins de sucre, plus léger. Avec mon équipe aujourd'hui, on est constamment en train de changer, d'évoluer, on est toujours à la recherche des idées, de nouveaux produits, des choses comme ça. Et on travaille, bien sûr, on travaille toujours nos classiques. Et sur ces bases-là, on évolue sans arrêt. L'écume, c'est bon? Oui, l'écume, c'est bon. Mais j'adore la France. J'adore Paris, j'adore la France, j'adore le Sud-Ouest. Pour mon métier, j'ai envie de rester en France. Je m'éclate en France. Voilà. Aujourd'hui, il règne une grande effervescence dans l'ancienne maison de Gaston Le Nôtre qui s'apprête à accueillir nos meilleurs pâtissiers. Ah, tout le monde est là. Ça va? Bien? La veste? Bien propre? Hein? Impeccable? Alors aujourd'hui, on reçoit les plus grands pâtissiers du monde. Vous leur demandez tout ce que vous voulez. C'est une chance pour vous. Hein? Donc je compte sur vous et on a la pêche aujourd'hui, ok? Oui, chef! Pour Philippe Gobet, directeur de l'école Le Nôtre et ses jeunes élèves, le rendez-vous est d'importance. Fort de symbole, cet événement représente comme un trait d'union entre 3 générations de pâtissiers. Des artisans du goût, encore trop souvent dans l'ombre, qui auront toujours à cœur de perpétuer l'excellence de cette pâtisserie française tant admirée dans le monde entier pour sa créativité, son raffinement et son élégance. Merci d'être venu aujourd'hui, ici au Pré-Catelan. Et rappelons-nous qu'il y a 50 ans,
Gaston Lenôtre avait réinventé la pâtisserie. Et toi, Yves, tu as bien connu Gaston Lenôtre, tu es un enfant de Gaston Lenôtre. Et toi aussi, tu as su transmettre ton savoir-faire. Comme tous ces talents, tous ces jeunes talents qu'on a ici, ils nous ont fait des merveilles, des créations tout aussi belles les unes que les autres. Donc bravo à tous, merci à tous. Vous l'aviez congelé et après seulement vous avez mis... Voilà, c'est le biscuit, on le pose sur 2 adhésifs et après on les plie et ça fait la forme ronde. Une fois que le chocolat est cristallisé, on l'enlève. C'est bon que ça croustille un peu le caramel et le tissu. J'adore la fraîcheur du cœur. Tu t'es régalé? T'as passé un bon moment? Un bon moment, oui.